Ce soir à JE, des faits nouveaux, de nouvelles révélations sur la tragédie de Lac-Mégantic. Wake up! Tout le monde debout, la feu! Vous êtes celui qui est le dernier là, qui était à Nantes ce soir-là. Là, hein? Avec les pompiers de Nantes, oui. Et c'était fréquent que vous étiez prévenu à l'avance? Oui. À chaque inspection? Toutes les fois qu'ils débarquaient, pratiquement. Vous le saviez à l'avance à chaque fois? On fait juste entendre du bruit comme ça, là, puis ça nous stresse. Tout ça, pourquoi c'est arrivé ici? Pourquoi nous autres? Pourquoi... Some people in Lac-Mégantic think you don't care at all. They're wrong. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh my God! Essayer de comprendre ce qui est arrivé, c'est inacceptable. Puis on a été obligé de vivre l'inacceptable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux d'être avec vous à JE. JE, d'ailleurs, qu'on vous présente en direct cette année. Ce soir, l'enquête de JE nous permet de remonter au fond la chaîne des événements tragiques du 6 juillet. De Mégantic à Nantes, à Farnham, à Chicago, puis à Ottawa, où, au fond, le drame s'est préparé. Dans les minutes qui ont suivi l'explosion, les doigts accusateurs se sont tournés vers le conducteur du train, l'ingénieur Tom Harding. Or, JE a découvert que le dernier employé de MMA qui s'est rendu à Nantes lors de l'incendie de la locomotive n'est pas Harding, mais c'est cet homme, Jean-Noël Busque, lui aussi employé de la compagnie. C'est lui donc qui a été appelé par le répartiteur de Farnham, lui qui nous a avoué n'avoir aucune compétence en mécanique. JE l'a retrouvé près de chez lui. Fucking hell. Oh, Dieu. Le répartiteur de MMA, qui était en devoir dans la nuit du 5 au 6 juillet, prévenu de l'incendie à Nantes, a choisi de ne pas appeler Tom Harding, l'ingénieur du train, alors en repos à l'hôtel. Il a plutôt appelé cet autre employé, Jean-Noël Busque. JE l'a retrouvé. Ouais, bonjour, vous êtes M. Busque? Oui. Ouais, bonjour. Paul Larocque. Un bon chien de gars? Ouais, c'est ça. Bonjour. Je sais, t'es qui? Ouais, bonjour. Je vais juste me dire, vous êtes celui qui est le dernier là, qui était à Nantes ce soir-là, là, hein? Avec les pompiers de Nantes, oui. Avec les pompiers, hein, c'est ça. Jean-Noël Busque nous raconte avoir inspecté sommairement le convoi après l'extinction de l'incendie. Après un coup de téléphone au répartiteur à Farnham, il a quitté les lieux avec le dernier pompier de Nantes qui était présent. Aïe, aïe. Peu de temps après, le convoi a commencé à dévaler la pente. Il nous a fait un aveu troublant. Vous, les locomotives, c'est pas votre métier. Vous n'avez pas les compétences pour inspecter ou vérifier les locomotives, là? Non. Mais je suis assez intelligent pour savoir si un feu est éteint ou s'il brûle. OK. Tout le monde debout, la feu! C'est un élément majeur. L'employé de MMA appelé à Nantes n'avait donc aucune compétence en mécanique. C'est le dernier employé qui était sur place. C'est depuis 1974 que je travaille ces chemins de fer. J'ai travaillé au CP. Moi, j'ai travaillé... C'est ça, vous avez de l'expérience. Mais pas ces locomotives. Non. C'est ça. Ouais. Moi, je suis allé voir si le feu était éteint. That's it. That's all. Au fond, c'est l'autre, c'est l'ingénieur de train qui aurait dû y aller. Non. Qui est-ce qui aurait dû y aller quand vous y repensez? On le sait pas. On le sait pas. Qu'est-ce qui aurait dû y aller? C'est probablement un gars qui s'occupe des choses, mais il est à Farnham. Parfait. Mais vous le confirmez. C'est vous le dernier là, qui a parlé aux pompiers, qui a dit tout est correct. C'est vous, là. C'est pas tellement de tes affaires, tu sais. Ben, monsieur... Mais je suis allé à Nantes. Okay. Mais tu sais, avec ce qui est arrivé là, c'est l'affaire de tout le monde, là. C'est l'affaire de tout le monde, c'est sûr. Non, vous arrivez là, au fond, vous regardez, est-ce qu'il y a un feu, il n'y a pas de feu? Non, puis il y a un pompier qui est arrivé. Puis là, on a tout inspecté pour être sûr qu'il n'y ait plus de feu. Être certain que le feu ne repogne pas. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait un rapport. Vous avez signé un papier? Non, j'ai appelé. Vous avez appelé à Farnham? C'est enregistré, puis les polices, ils ont tous les enregistrements. Vous appelez à Farnham, vous dites, c'est correct, il n'y a plus de feu. Faut que je le travailler. Oui, c'est ça que j'ai fait. Il n'y avait plus de feu quand il est parti. Fuck. Fuck hell. Les gars du BST, ils ont tout enquêté ça.
Puis moi, il y a du monde qui ont vu arriver ce crise de train-là en ville. Puis on dit, Chris, il y avait des flamèches, les roues ne viraient pas, les briques étaient à ses engins. Tom Harding a fait sa crise de job. Quand ça rentre en ville, il y en a qui l'ont vu. Ouais. Puis il y a du monde qui me connaissait là-dedans. Ils ont dit, Chris, Noël, les flamèches dans l'ombre de même, les roues ne viraient pas. Les briques étaient dessus, mais il était tellement pesant en ordure si que ça poussait, puis ça descend de même. Là. Quand tu rentres en ville, c'est le train que ça descend. Avec la pente. Oui, ça descend. Dans votre conscience, à vous avez fait votre travail. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Puis vous avez rien à vous reprocher? Non. J'aurais de quoi me reprocher, je ne ferai pas ici. Je ne ferai pas ici. C'est du monde ou n'importe qui a un logement. La seule affaire qui me désole là-dedans, c'est les 47 morts qu'il y a ici. Là. Parce que le centre-ville de Mégantic, moi, je m'en calisse, ça aurait pu brûler jusqu'à Woburn, mon homme. Mais c'est les morts. Comment vous vivez avec ça, vous? C'est l'enfer. C'est ici, dans les bureaux de MMA à Farnham, dans cet édifice totalement décrépit, que travaille le répartiteur, le CCF. C'est lui qui a donné le feu vert, à la fois à M. Busque, à la fois aux pompiers de Nantes, de quitter les lieux. La dernière décision, c'est ici qu'elle a été prise. On cherche M. Labrie. Est-ce qu'il est ici? Non. Allez pas ces tracts, ça va bien aller. Il n'y a pas de problème. On tente de joindre le répartiteur, le CCF, le contrôleur du transport ferroviaire qui était en devoir au moment des événements de Mégantic. Oui, allô? Oui, bonjour. Monsieur Labrie, s'il vous plaît. C'est moi? Oui, bonjour, Monsieur Labrie. Paul Larocque de TVA, à l'appareil. Oui? Oui, Monsieur Labrie, juste une vérification pour des fins d'un reportage. Vous êtes bien Monsieur Labrie qui travaille pour MMA, là, hein? Oui. OK, d'accord. Monsieur Labrie, j'ai une question. J'aimerais ça pouvoir vous parler avec vous si vous acceptez ou éventuellement vous interviewer. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est vous qui étiez en devoir comme répartiteur le soir des événements de Mégantic? J'en ai aucune idée, monsieur. Vous n'avez aucune idée? Le répartiteur, en devoir dans la nuit du 5 au 6 juillet, refuse donc de nous rencontrer, refuse de répondre à nos questions. Mais il a été rencontré, bien sûr, par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. La décision qu'il a prise, en fait, deux décisions qu'il a prises ce soir-là, sont avérées lourdes de conséquences. D'abord, pourquoi a-t-il appelé un employé qui n'avait aucune compétence en mécanique pour se rendre à Nantes, inspecter les locomotives qui étaient en feu? Pourquoi n'a-t-il pas appelé Tom Harding, qui était parti dormir à ce moment-là? Était-ce pour épargner du temps supplémentaire? C'est un des maillons importants de la chaîne des événements qui ont amené la tragédie de Mégantic. Avec nous, Félix Séguin, maintenant, parce que Félix, c'est un élément important également, bien sûr. Pourquoi a-t-on appelé M. Busque? C'est pas de sa faute à M. Busque, mais aucune compétence, ne savait pas ou ne pouvait pas, donc, M. Busque, redémarrer les locomotives et réactiver les fameux freins. Exactement. Celui qui pouvait le faire, c'est Tom Harding. Alors, Jean-Noël Busque nous amène à Tom Harding. Quand le déraillement est arrivé, quand ce convoi-là est finalement devenu un train fantôme, le déraillement a réveillé Tom Harding. Il était dans sa chambre d'hôtel à Lac-Mégantic. Mais ça nous amène deux questions. Y a-t-il mis le nombre de freins nécessaires sur les wagons? Et l'autre question, pourquoi Tom Harding va quitter finalement la scène où les locomotives commencent à cracher cette fumée noire? Il va y avoir un incendie. On a rencontré le chauffeur de taxi qui avait des révélations à faire aux policiers qui a conduit Tom Harding au centre-ville. Nous sommes le 5 juillet. Il est 23 heures. Tom Harding, seul ingénieur à bord du train 5017, s'arrête sur la voie principale de Nantes, à 12 km à l'ouest de Lac-Mégantic. Derrière la locomotive de tête, 4 autres locomotives et 72 wagons-citernes DOT 111 en provenance du Dakota du Nord. Ce soir-là, il aurait, selon les informations recueillies par le bureau d'enquête, dans les heures suivant la tragédie, appliqué 11 freins mécaniques sur les wagons. André Turcotte, donc vous, habituellement, vous avez l'habitude, avant l'accident, d'aller cueillir Tom Harding plus haut, à Nantes. Oui. Hein? Est-ce qu'on peut refaire le trajet que vous faites habituellement? Il n'y a pas de problème. J'avais développé... J'étais en train de développer une amitié avec Tom plus, là. André, j'aimerais que vous puissiez nous parler de ce que vous avez remarqué le soir de la tragédie. Puis il y avait quelque chose de très particulier, je pense, concernant les locomotives. Bien, les locomotives, ils étaient stationnés là comme à l'habitude. Mais il y avait une locomotive qui boucanait, là. Beaucoup.
comme un véhicule qui conclut. La journée de travail du cheminot Harding était terminée. J'étais pas gêné avec. Le premier coup, là, j'y parle de ça. Tu laisseras naître ça de même, l'environnement là-dedans. Lui, il m'a bien dit, André, j'ai suivi les directives de la compagnie. Ils m'ont dit de la laisser tourner. Puis il m'a expliqué qu'il y avait un niveau d'huile. Puis il disait, en tout cas, si ça descend en bas de ça, la locomotive va arrêter. Fait que lui, c'était vraiment les directives de la compagnie. Puis tout semblait être très sécuritaire, la façon qu'il l'expliquait. J'ai jamais pensé qu'il y aurait une tragédie ou quoi que ce soit. Moi, j'ai juste pensé que côté environnement, ce soir-là, je veux dire, il n'y a rien qui laissait présager d'une tragédie. Fait que, vu que j'étais insistant un peu, là, il dit, ouais, il dit, peut-être que je pourrais appeler du côté des États. Il dit, ils sont pesants à l'autre bord. Ils vont peut-être me dire de fermer l'engin. Alors que Tom Harding avait quitté à bord du taxi, à 23h32, des résidents de Nantes appellent les services d'urgence pour un incendie qui s'est déclaré dans une des locomotives. À 23h50, les pompiers de Nantes communiquent avec la Montreal Main and Atlantic pour leur signaler l'incident. À minuit 13, l'incendie est éteint. La locomotive est remise à 2 représentants de la MMA. 2 employés de la compagnie qui ont interrompu notre entrevue avec le chauffeur de taxi ont refusé d'en dire plus long. On va-tu se faire éclairer? En tout cas, c'est sur une voie privée. Oui, mais est-ce que vous êtes la MMA, vous? Oui. Mais pourquoi on peut pas faire d'entrevue? Pourquoi vous dites qu'on peut pas faire d'entrevue? Ça ne nous intéresse pas. Vous l'avez assez compté de la précédente de la TV. Vous pensez que nous, on dit des menteries à télévision, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on dit comme mensonge? Première question, là, ce serait le côté humain. Comment tu te sens là-dedans, Tom? Parce que peu importe qu'il y ait quelque chose à se reprocher ou pas, là, je suis certain que même s'il n'y aurait absolument rien à se reprocher, là, je suis certain qu'il y en a pesant lourd sa conscience, sur le cœur. Je veux dire, là, mon ami qui a perdu sa femme et ses 2 enfants, il se reprochait de ne pas être en train de dormir avec eux autres. C'est des réactions humaines, mais lui aussi, il doit en avoir. Là. Moi, la première question, c'est comment tu vas là-dedans? Puis la deuxième question, oui, j'ai demandé à Tom, as-tu appliqué le nombre nécessaire de freins? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Mais s'il me dirait oui, qu'est-ce qui a pu se passer? Puis tout, tu sais. À minuit 56, quand le convoi s'ébranle sur le faux plat de Nantes, Tom Harding est déjà dans sa chambre, à l'auberge située au centre-ville de Lac-Mégantic. Là, on ne peut plus aller plus loin parce que c'est le périmètre de sécurité devant nous, mais le toit orange, là, c'est ça l'auberge? Oui. Il dormait là chaque soir qu'il venait ici? Tous les conducteurs de train dormaient là. On fait un peu de premier centre-ville. Peu après 1h14 dans la nuit du 5 au 6 juillet, une employée de l'auberge cogne à la porte de Tom Harding, qui est assoupi. Elle lance l'alerte. Le centre-ville est en feu. Tom Harding se serait alors rendu près du brasier, très près, selon la MMA. Au péril de sa vie, il leur a enfilé un habit de sapeur afin de tirer du feu des citernes qui n'avaient pas encore explosé. The handbrakes on the balance of the train were not properly applied. 4 jours plus tard, la MMA trouvait son coupable. Ed Burkhardt, le président, affirmait que Harding était suspendu et qu'il ne croyait pas qu'il avait appliqué assez de freins à main sur les wagons. Tom Harding n'est-il qu'un maillon faible dans une chaîne déjà très faible? Félix, revenons à un des éléments, une des séquences de votre reportage. Donc, l'homme qu'on voit à bord du camion de la compagnie, c'est bel et bien Jean-Noël Busque. On ne le savait pas au début, mais c'est lui qui a finalement interrompu notre entrevue. C'est Jean-Noël Busque qui paraît agacé de ce qu'on est en train de faire à Lac-Mégantic. Maintenant, il faut aussi vous dire qu'on a tenté de parler à Tom Harding. C'est notre travail. Alors, ce que vous voyez présentement, ce sont des mots écrits de sa main qui nous ont été envoyés par courriel. L'essentiel de tout ça, c'est qu'il nous dit que tout le monde doit récupérer un peu plus du choc de cette tragédie avant d'en parler plus. Merci, Félix. People in Lac-Mégantic think you don't care at all. They're wrong. Dans un instant, Yves Poirier est allé sur les traces du président de la MMA chez lui, à Chicago. Yves Poirier, maintenant, voilà pour le rôle des employés. Passons à l'autre maillon. Que dire des dirigeants de la compagnie de MMA? Yves, vous êtes allé sur les traces, donc, du président Ed Burkhardt chez lui, dans la banlieue de Chicago. Il faut dire d'entrée de jeu, Paul, que personne n'a oublié le passage désastreux de M. Burkhardt à Lac-Mégantic. On se souvient de cette conférence de presse improvisée. Je vous dirais que c'est un homme qui semble vraiment se terrer dans son bureau là-bas à Chicago. Alors, JE a vraiment forcé une rencontre avec M. Burkhardt là-bas, et voici ce que ça donne. Aéroport O'Hare de Chicago.
Bref arrêt à l'hôtel, le temps de déposer nos bagages, nous nous mettons en direction de la troisième ville en importance des États-Unis avec ses 2 700 000 habitants. Mais nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme à Chicago. Notre objectif, c'est de rencontrer Ed Burkhardt, le grand patron de la MMA, qui n'a pas laissé une bonne impression lors de son dernier passage à Lac-Mégantic. D'ailleurs, il ne retourne plus les appels de TVA Nouvelles. C'est à une trentaine de kilomètres au nord de Chicago que notre véritable travail de terrain s'amorce. Nous sommes à Kenilworth. C'est une des villes les plus huppées en banlieue de Chicago. C'est ici notamment que vivent les propriétaires des Bears et des Cubs, deux équipes professionnelles. Mais c'est également ici que vit Ed Burkhardt. Entrons dans le quartier résidentiel cossu. Les maisons sont imposantes, voire gigantesques. Elles valent plusieurs millions de dollars. Nous voici devant la résidence d'Ed Burkhardt, rue Earlston. Can we talk to you, sir? No, you may not. Why? Because I say so. C'est au jour 2 de notre enquête journalistique que nous rencontrons finalement Ed Burkhardt. You should have called ahead and asked for permission. I called a few times, sir. You didn't return my calls. Nous avions amené les photos des victimes de Lac-Mégantic, dont celle d'Alissa Charret-Benioche. En apercevant le visage de la fillette de 4 ans qui a été tuée par l'un de ses trains, on le sent ébranlé. Okay, these are the victims, sir. I understand. I'm very, very upset about this. What can I say beyond that? What do you say to those families, sir, who lost children, sisters, cousins? Other than that, I'm devastated by this whole thing. This is a huge personal problem to me. Some people in Lac-Mégantic think you don't care at all. They're wrong. Good day. La conversation se termine ainsi. Quelques heures plus tard, nous nous déplaçons à Rosemont, ville située près de la maison de M. Burkhardt. C'est dans cet édifice que se trouvent les bureaux de Railworld, une société privée fondée en 1999 qu'il préside. Railworld est à la tête de multiples filiales, dont fait partie la MMA. À notre arrivée, le bureau semble vide. Pas de secrétaire à la réception. Nous sonnons et à notre grand étonnement, Ed Burkhardt vient lui-même répondre à la porte. Avez-vous votre part de responsabilité? Il répond un oui timide à notre question. Do I personally? Yeah. That's not something that's a very complicated question. Yes. Who's to blame? The driver, the people who got on the scene after this fire in the locomotive? That's a very, very complicated question, and I'm not prepared to discuss this today. This is all in various courts. That's where it'll all be addressed. People in Mégantic are waiting for maybe millions of dollars in compensation. What can you say to them today? Are you going to go in bankruptcy? This again is a complicated question because it involves the insurance companies, it involves the bankruptcy courts. I do believe the bankruptcy court is the proper place for all of that to be addressed. The people in Lac-Mégantic are entitled to a great deal of indemnification for what occurred to them. Vers la fin de l'entrevue, le patron de la MMA évade une déclaration importante. Il remet maintenant en question le transport de pétrole par train, 2 mois après la tragédie. I have questioned this myself. So when you ask if I take responsibility, maybe we shouldn't be handling oil by rail. Maybe we should be more self-sufficient on our use of fuel. I have nothing further to say, gentlemen. No. Thank you, sir. Thanks. Yves, c'est une des premières fois qu'on voit M. Burkhardt exprimer un peu de compassion peut-être pour les victimes. Oui, c'est vrai. Et des sources sûres, Paul, ont indiqué à JE que M. Burkhardt, en pleine crise il y a 2 mois, s'est fait suggérer de retenir les services d'une firme de relations publiques, ce qu'il a refusé. Et toujours selon nos sources, les seules nouvelles qu'il avait ou qu'il lisait provenaient des médias du Canada anglais. Voilà, Paul. Merci, Yves.
Bien sûr, depuis cette tragédie du 6 juillet, il n'y a plus personne au Québec, même au monde, qui ignore à quel point cette compagnie, qui transportait pourtant des produits dangereux, avait de graves lacunes. Vous savez, MMA œuvre aussi aux États-Unis et Marie-Pierre Cloutier, d'équipe de JE, s'est rendue à Bangor pour voir ce que pensent aujourd'hui les Américains de la tragédie de Mégantic. En 2006, le département des Transports dans le Maine a réalisé une étude dans laquelle on peut y lire que 92 des rails supportaient de justesse le poids de ces wagons. Aujourd'hui, pendant qu'une autre étude est en cours, force est de constater que les rails sont encore dans un piètre état. J'ai entendu parler qu'ils n'étaient pas dans leur meilleur état. Mais je ne sais pas quoi dire parce que ce ne sont que des oui-dire. Je pense tout de même qu'une compagnie de chemin de fer devrait s'en occuper. Nous sommes présentement devant le siège social de la compagnie MMA dans le Maine où, si on se fie au nombre de voitures dans le stationnement, il y a un peu plus d'une dizaine d'employés en poste. Comment ont-ils vécu la tragédie? C'est l'une des questions qu'on souhaite leur poser. Yeah. Mais à l'intérieur, ces deux employés de la compagnie ont été surpris par la présence d'une chaîne canadienne et nous ont clairement fait comprendre qu'ils ne sont pas autorisés à parler de la tragédie, ni même de l'état des rails. Si 92 des rails de la compagnie ne sont pas sécuritaires dans le Maine, on peut se demander si ces données auraient été utiles pour les autorités canadiennes. Poser la question, c'est un peu y répondre. Pourtant, non seulement Transport Canada n'a jamais vu ce chiffre, mais ignore l'existence même de cette étude. On réalise plusieurs études, mais j'ignore si on les a envoyées au gouvernement du Canada. Notre rôle est celui de l'administration américaine et de s'assurer que tout est sous contrôle ici. On n'a aucune autorité en sol canadien. À Hammond, où se trouve le siège social de la compagnie dans le Maine, on compte environ 5000 habitants. Ici, comme à Lac-Mégantic, tout le monde ou presque se connaît. Et même si là aussi le chemin de fer traverse en plein cœur du centre-ville, la population se sent à l'abri d'une telle tragédie. Je me sens vraiment en sécurité, vous savez. J'habite ici depuis 30 ans et je me souviens pas qu'il soit arrivé quoi que ce soit avec ce train. Je ne sais trop ce que contiennent les wagons. Je suppose qu'il y a des produits chimiques qui sont possiblement dangereux, mais bon, je prends pour acquis qu'ils font leur travail. Un train qui vient de Barça, les gars, mais tout à gaz route. Quand j'y pense, oui, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. C'est qu'on faisait à ce temps-là, je sais pas, mais ça m'occupe pas trop. Est-ce que ça arrive juste aux autres, finalement? Mm-hmm. C'est ça que j'ai pensé, moi aussi. C'est too bad pour les autres, mais je pense pas que ça va arriver à nulle part d'autre. Même un déraillement de train survenu en plein cœur de la municipalité d'Hammond au mois d'août n'a pas suffi à raviver l'inquiétude. Pour la plupart des résidents là-bas, tout comme pour Mme Michaud, la catastrophe de Lac-Mégantic est déjà loin derrière. La mémoire est une faculté qui oublie. Et c'est vrai, même à Lac-Mégantic, où peu de gens se souviennent de cet autre accident ferroviaire. Le 10 avril 1918, une violente collision est survenue entre deux trains. Les unes des journaux cette journée-là étaient pratiquement conformes à celles du 6 juillet 2013. Les freins et la côte prononcée avant le village étaient aussi remis en doute. 22 wagons étaient éparpillés partout au centre-ville. Le seul témoin silencieux des événements, l'Église. Elle a accueilli les morts qu'ont fait ces deux tragédies. Dans un instant, un maillon important, les failles réglementaires qui ont amené la catastrophe de Mégantic. Autre maillon faible de la chaîne, le cadre réglementaire. En fait, les failles qui ont aussi permis de réunir toutes les conditions qui ont amené la catastrophe. D'ailleurs, pendant notre enquête, il y a un employé de MMA qui nous a fait une révélation qui va vous étonner. Il affirme que la compagnie était souvent prévenue à l'avance des inspections de Transport Canada, sans doute par quelqu'un de Transport Canada. Comment ça fonctionnait quand il y avait des inspections? Du fédéral. Bien souvent, on était avertis une couple de jours à l'avance qu'ils débarquaient. Qui vous prévenait? Notre patron. Qui, lui, avait été prévenu? Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez avant que les inspecteurs arrivent? On allait faire une inspection assez rapide. Une inspection pour pas
que ce soit le plus sécuritaire possible. Là. On faisait une inspection au ralenti, autrement dit. On vérifiait comme il faut la voie. Ça vous permettait donc de rafistoler des choses quand les inspecteurs venaient? Oui. Et entre les inspections? On fait toujours 2 inspections par semaine. C'est sûr qu'on laisse pas... on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Mais le fait de savoir quelques jours, 1, 2, 3, 4 jours à l'avance, des fois? Je dirais, majorité, je te dirais au moins 48 heures. 48 heures. Donc, ça vous permettait de rafistoler des choses pour que ça paraisse mieux. Là. Et voilà. Oui. C'est sérieux pareil, hein? C'est supposé être surprise, mais c'était pas trop surprise. Et c'était fréquent que vous étiez prévenu à l'avance? Oui. À chaque inspection? Toutes les fois qu'ils débarquaient, pratiquement. Vous le saviez à l'avance à chaque fois? Oui. C'est juste les inspecteurs de cours qu'on ne sait pas. Pour ça, quand ils font les inspections de la voie, on le sait toujours. C'est-tu normal, vous pensez? Je pense pas. Ce serait supposé d'être surprise, je sais pas. C'est pas trop surprise. Ça fonctionnait comme ça? Oui. Ça fonctionnait comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Avec nous maintenant, le collègue Michel Morin de notre bureau d'enquête. Bonsoir, Michel. Bonsoir. C'est quand même assez troublant ce qu'on vient d'entendre, donc des liens, là, pour le moins, troubles entre la compagnie et Transport Canada, ce qui pose toute la question, d'ailleurs, du rôle de Transport Canada dans la tragédie de Mégantic. Eh bien, vous savez, Paul, depuis 20 ans maintenant, on est dans une phase de déréglementation. Et c'est pas unique à l'industrie ferroviaire. Les télécommunications, l'aviation ont passé par les mêmes sentiers. À telle enseigne qu'on se retrouve aujourd'hui avec un ministère des Transports à Ottawa qui est obligé de dire des choses aussi simples que de verrouiller les portes d'une locomotive, de ne pas laisser un convoi de matières dangereuses sans surveillance sur la voie principale, c'est dire où on est allé depuis 20 ans. Mais ça, Michel, c'est après, malheureusement, après Mégantic. L'enquête maintenant. C'est clair que la question centrale, tout risque de tourner autour d'une question très simple. Est-ce que Tom Harding a appliqué le nombre suffisant de freins sur le convoi et sur les locomotives? Et est-ce que les normes de Transport Canada étaient suffisantes là-dessus? Bien, les normes de Transport Canada, elles sont bien simples. Elles demandent simplement, d'une façon générale, aux entreprises ferroviaires d'appliquer un nombre de freins suffisant. Mais il n'y a pas de chiffre. À telle enseigne que si on consulte les instructions spéciales de chacune des entreprises, on arrive à des résultats tout à fait effarants. Prenons l'exemple de MMA. MMA a un tableau qui indique le nombre de freins à appliquer sur un wagon. Alors, dans le cas de MMA, ils avaient 72 wagons. Ça donne au bout de la ligne 9 wagons. Alors, 9 wagons pour un convoi de 72. Le Canadien Pacifique, dont j'ai les instructions spéciales, tout comme celles de MMA, on a ces documents-là, on a obtenu ces documents-là. La même matière dangereuse qu'on transporte. La même matière dangereuse avec les mêmes règlements. Alors, que nous dit le Canadien Pacifique, qui utilise exactement la même table que MMA? Bien, le Canadien Pacifique tient compte d'une chose. Il tient compte de la pente de Nantes, qui était une des pentes les plus accentuées dans l'Est du Canada, en fait 1,2 %, et à Nantes, c'était 1 %. Et que disent les règles du Canadien Pacifique? Eh bien, elles disent que lorsqu'il y a une pente de 1 %, il faut appliquer 25 % des freins à main sur les wagons. Ce qui veut dire que dans le cas de Nantes, il y avait 72 wagons, ça nous donne 18. Vous imaginez, dans un cas, on dit 9 wagons citernes MMA sur lesquels il faut appliquer les freins à main, et dans l'autre, c'est 18. C'est donc dire qu'il y a 2 fois plus de capacité de freinage dans un cas que dans l'autre. Et le CN, c'est exactement la même chose. Nous avons posé la question pour un convoi de 72 wagons de 100 tonnes, c'est 18. Donc, ce qui amène à la conclusion très simple que si ça eût été le CP ou le CN qui transportait le train à Nantes,
probablement que jamais ne se serait mis en marche. Michel, ça pose donc deux questions. Est-ce que MMA, oui ou non, a respecté les règles en vigueur? Mais surtout, ça pose la question des failles réglementaires à Transport Canada. On a donné à MMA, comme à toutes les entreprises, le coffre à outils. Ils ont décidé du nombre de freins qu'il fallait mettre. Et en plus, dans l'ordonnance, c'est très clair que le frein automatique doit être appliqué. Ça n'a pas passé inaperçu par les observateurs. Un seul conducteur pour appliquer 18 freins à main sur 18 wagons. C'est énorme. Un convoi de matières dangereuses, avez-vous imaginé un instant que ces trains noirs soient laissés sans surveillance? C'est énorme. Et au sommet d'une des pentes ferroviaires les plus abruptes au Québec et même au Canada. Oui, et dans certains cas, au Canada, c'est 65 des wagons sur lesquels on doit appliquer les freins à main. Et tout ça était permis avant la tragédie de Mégantic. Exactement. Merci, Michel. Merci. Dans un instant, Paul Oud reconstitue les événements et les familles de victimes exigent des réponses à leurs questions. J'espère qu'ils vont être assez honnêtes pour vraiment expliquer ce qui s'est passé pour que plus personne vive une affaire comme ça. Avec nous maintenant l'animateur Paul Oud du 98,5. Paul qui, entre autres, est un passionné de sciences. Paul qui s'est rendu à plusieurs reprises sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui, et on peut dire que c'est le pire endroit pour immobiliser un convoi de 10 000 tonnes. Surtout avec une pente, une dénivelée comme on va le voir sur notre reconstitution en animation graphique. Alors, 23 heures, le convoi fait 1,4 km de long, 72 wagons-citernes, 4 locomotives et une cambuse, un caboose. Chaque wagon-citerne, 98 tonnes, chaque locomotive, entre 190 et 220 tonnes. Et elle a connu des problèmes, la locomotive de tête. Comment peut-on immobiliser sans surveillance une pareille bombe qui s'étend sur 1,4 km. La 5017 prend feu, 2 témoins appellent les pompiers. Ceux-ci interviennent très rapidement, les pompiers de Nantes. Ils sont à peu près une douzaine. À 23h50, on éteint le moteur, on coupe l'incendie. Ensuite, il y a discussion avec un représentant de la compagnie. Monsieur Busque, qu'on a vu tout à l'heure. Et à minuit 13, les pompiers sont de retour. Minuit 56, débute la catastrophe. Tout ce qu'on voit se met en branle, d'abord lentement, il faut vaincre l'inertie, et en 3 km à peine, à cet endroit que vous voyez à l'écran, le convoi a déjà atteint 36 à 40 km/h. Une première courbe aurait pu faire dérailler tout l'ensemble, ce qui veut dire que si le train avait déraillé à cet endroit, par exemple, eh bien, on aurait eu, certes, une catastrophe écologique, mais sans doute beaucoup moins de victimes. Peu ou pas de pertes humaines. On peut le croire, en tout cas. Ensuite, un deuxième endroit du même genre, c'est près du passage de la piste cyclable. Le train va ensuite accélérer. Il est déjà à plus de 75 km/h et il va passer derrière la polyvalente Montignac. À cet endroit, rue La Coursière, on est à 1 minute de l'impact derrière le Musicafé. Et là, c'est un convoi complètement fou. Il y a un témoin qui a vu des flamèches, d'ailleurs, du feu, tellement le convoi se déplace rapidement. Arrive le point d'impact devant l'église Sainte-Agnès. Le point de rupture, le maillon faible, c'est le wagon blanc que vous voyez à l'écran, le wagon tampon, le buffer car qui se sépare. Les 4 locomotives passent tout droit et ne déraillent pas avec le caboose. Évidemment, tout s'enflamme avec une série d'explosions. Et les locomotives qui ont continué leur chemin pour 2 km. Sur 2 km. Si elles avaient déraillé, Paul, ça aurait ajouté, bien sûr, à l'ampleur parce qu'elles contenaient du diesel et qu'elles pesaient près de 200 tonnes chacune. Parce que, Paul, ce qu'on voit, c'était une bombe. Un professeur de l'Université de Calgary, professeur de physique, a calculé que l'énergie dégagée cette nuit du 6 juillet à Lac-Mégantic correspondait grosso modo à 1/16e de l'explosion atomique d'Hiroshima. 1/16e d'Hiroshima. Et ça, c'était garé à Nantes, au sommet d'une des pentes les plus abruptes dans le domaine ferroviaire. Avec une locomotive qui avait déjà éprouvé des difficultés dans le tronçon Farnham-Nantes. Merci, Paul. Maintenant, je vous invite à regarder ces images. Ça s'est passé aujourd'hui, vendredi, en fait, il y a quelques heures. Voyez ces 2 petites filles, orphelines. Ce sont les filles de Gaétan Lafontaine, le fils de Raymond. Les petites ont perdu leur père et leur mère dans la tragédie. 2 mois et demi après le drame, nous sommes retournés voir 2 familles éplorées à Mégantic, dont la famille Lafontaine. M. Turcotte, Mme Poulain, M. Lafontaine, merci d'être avec nous pour la première émission du JE de la saison. Ça fait déjà presque 2 mois. Une question très simple. Comment ça va? Comment allez-vous?
C'est dur à dire comment ça va parce qu'avec les événements qu'on a connus, c'est pas ordinaire. Fait que je dirais qu'il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, on pleure. C'est pas rare. On peut pas passer l'éponge si facilement. Là, ça nous touche encore. Monsieur Lafontaine, on connaît l'homme, l'entrepreneur, Raymond Lafontaine. Je m'adresse au père qui a perdu son garçon, Gaétan, aujourd'hui. Ça fait presque 2 mois. Est-ce qu'on se remet de ça, M. Lafontaine? Je pensais de me remettre plus vite de ça. J'étais certain. J'avais jamais vécu ça avant. Mon garçon, que vous voyez là... Gaétan, c'est Gaétan? Ouais, il y a une grande photo parce qu'il était grand pour moi, puis pour nous autres, puis toute la famille. Tout le monde, c'est dur. C'est dur parce qu'on n'a pas eu nos corps encore. On n'a pas le choix de vivre avec ça. Les droits sont là pour tout le monde. Quand on va y recevoir, je pense que ça va changer les choses. Mais pour le moment, on va dire une chose, c'est comme ce serait hier. Puis tous les gens que j'ai parlé, je pensais que j'étais atteint moi-même d'une chose qui n'est pas normale. Ma femme a des difficultés terribles avec ça. Mes enfants aussi. Puis on pleure, chacun à notre tour. Puis c'est pas possible. Je sais pas si c'est à cause c'est pas un accident ordinaire. C'est pas un accident ordinaire, je pense que c'est pire. Si ça aurait été un avion qui aurait tombé ou un accident d'auto, ça aurait été sûrement différent. Mais de la manière que c'est arrivé, ça passe pas. On n'est pas mieux qu'on était que la 2e journée qu'on t'a parlé. Ça fonctionne pas. On est malheureux, ça vire pas. On n'est pas bien dans notre peau. La nuit, tu penses rien qu'à ça. C'est plus des petits rêves, des gros rêves. Le jour, tu as 2 secondes, t'arrêtes. Tu penses à ça, puis t'en fais un karma. Franchement, c'est spécial. Ça passe pas bien. M. Turcotte, vous nous parliez dans les jours qui ont suivi de votre petit trésor d'Élodie. Oui. Vous, comme père, vous avez 2 garçons. Évidemment, toute la famille est atteinte. Comment vous vivez ça, vous, M. Turcotte? Très difficilement. Élodie était toujours présente avec nous autres, était toujours... elle nous suivait partout, en camping, partout ce qu'on allait. Et puis là, elle n'est pas là. Ce qui aide probablement pas, c'est qu'on n'a pas, comme dans plusieurs autres cas, on n'a pas réussi à la revoir une dernière fois, même après la tragédie. Elle n'est pas revenue avec nous autres encore. Puis on pense à elle tout le temps. Vous savez que votre tristesse, une bonne partie du Québec qui l'a partagée. Est-ce que ça vous a aidé, ça? Est-ce que vous avez senti à quel point il y avait les gens s'étaient serrés les coudes autour de vous à un certain moment? Oui, on a reçu plein de témoignages, même partout qu'on va, une main dans le dos, un encouragement. Oui, ça fait du bien d'avoir une petite main sur l'épaule. C'est sûr que ça fait du bien. Le morceau est gros à avaler. Comme Richard dit, on n'a jamais revu notre fille, ça l'a coupé. C'est dur à réaliser, là, tu sais. Même 2 mois après, c'est dur encore de le réaliser? Bien, il y a des journées, tu te dis, je t'aurais voulu que jamais que ça arrive, là, ça, là. Tout ça, pourquoi c'est arrivé ici? Pourquoi nous autres? Pourquoi... Mais là, vous êtes encore brisé, hein? On va toujours être brisé. On va toujours avoir ça dans la tête. Ça peut pas partir. Elle a été présente avec nous autres 18 ans, puis elle va l'être encore les 50 prochaines années. Mais on n'a pas le choix. Ça nous a été imposé, on n'a pas le choix. Ça vous révolte pas encore? Essayer de comprendre ce qui est arrivé, c'est inacceptable. Je l'ai dit dès le début. Puis on a été obligé de vivre l'inacceptable. Pour moi, c'est pour ça qu'on a plus de misère que les autres. C'est pas normal. J'ai toujours crié haut et fort. Je suis obligé de vivre avec le karma de ça, vous le savez. Mais je pense qu'on l'oubliera jamais. Parce que j'ai parlé à une personne qui venait d'Europe, qui avait perdu son garçon. Il m'a appelé, puis il m'a dit, ça fait 20 ans qu'il est mort. Ça fait 20 ans que je pleure. Ça fait 20 ans que je pense à lui. Puis il dit, c'est pour la vie, que vous allez penser à lui toute votre vie.
Mais vous allez essayer de penser à d'autres choses, mais ce qu'un être cher, c'est un être cher. Madame Poulin, quand vous repensez aux circonstances, évidemment, il y a les événements, mais les circonstances entourant la tragédie, vous aussi, ça vous choque encore, ça vous révolte. Vous demandiez des réponses à vos questions. Ça fait 2 mois, Madame Poulin. Êtes-vous satisfaite de ce qui se passe en ce moment? Les enquêteurs avaient dit que ça va être long. Le BST, ils font leur possible, ils veulent tout trouver, puis ils vont nous le dire après. J'espère qu'ils vont être assez honnêtes pour vraiment expliquer ce qui s'est passé pour que plus personne vive une affaire comme ça. La ville en feu, notre petite fille là-dedans, pas pouvoir aller la chercher, espérer qu'elle était cachée, l'attente, puis après ça, être obligée d'accepter la raison. Non, moi, je peux pas accepter que ça finisse comme ça, là, que la faillite arrive, puis que ça continue à rouler ses tracks comme si rien n'était, là. Si je vous laissais l'opportunité, au fond, de dire un mot aux gens en autorité. Oui, il y a le BST, il y a la Sûreté du Québec, mais il y a des gens au gouvernement fédéral, entre autres, qui relèvent la sécurité du transport ferroviaire. Pour le besoin que vous sentez, je pense que je traduis votre état d'esprit, de connaître la vérité. Si je vous disais, parlez-leur. Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui nous écoutent et qui ont à décider si la vérité sera toute faite à un certain moment? Qu'est-ce que vous leur diriez s'ils étaient devant vous? On va tout te résumer ça dans 30 secondes. Si tous les gens essayaient de changer les choses, c'est ce qu'on avait dit à la télévision. Ayons une identité. Première chose, on est assis aujourd'hui pour le prouver. Changeons les choses. Ça veut dire, mettons les choses à leur place, réellement, vraiment. Arrêtons de se conter des histoires. Nos gens de pouvoir, ayez pas peur de perdre votre pouvoir. Marchez logiquement. C'est juste ça. Tout ça n'arrivera plus si ces gens-là font le job. Les gens ne font pas le job. Ils ont peur de la perdre, le job. Qu'ils fassent le job comme ils ont été engagés, honorablement, respectueusement. Il n'y arrivera pas ces choses-là. On ne perdra pas tous nos enfants. Plus jamais de train sans surveillance. Je pense que ça serait la chose que je tiendrais le plus. Toujours 2 personnes là-dessus, 24 heures sur 24, surtout des convois comme ça. Mais même à ça, les autres convois aussi, mais 24 heures sur 24, surveillance continue, c'est ce que je tiendrais le plus. Parce que quand il y a quelqu'un, il y a toujours bien une chance que ça n'arrive pas. Ce serait ça. Moi, ça serait ça. Encore une fois, merci à vous 3. Et puis, je réitère, je transmets encore une fois nos sympathies, vraiment, sérieusement. Puis bon courage à vous autres. Bon courage, parce que ce ne sera pas facile. Chaque étape va être difficile, c'est clair. Mais bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Toute l'année, l'équipe de JE vous promet de poursuivre son travail pour aller au fond des choses. D'ailleurs, vous avez de l'information à nous transmettre. Écrivez-nous. Écrivez-moi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là pour la première de JE ce soir. Mon nom est Paul Larocque. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.